Yes. Allez, moi je suis chaud là. On attend de cette vidéo ou quoi là? Je vais expliquer Oath. Oath? Oui. Ah non, ça sort la semaine prochaine. Quoi? Ouais. C'est pas grave, je parle de Mindbug. Ah non, ça c'est au printemps, je crois. Ah bon? Ouais. Bah, je sais pas, Gozu X. Ah, février. Février, Gozu X. Ouais. Radland? Ah, pas encore. Pagan? Non, non, toujours pas. Bah, je sais pas moi. Yartoslay. Oh, Yartosley. Alors, ça devait sortir cette semaine, mais on n'a pas encore été livré. Ah. Bon, on présenterait un quoi du coup de... Ah si, Colorado. Ah oui, mais ça c'était la semaine dernière. Mais oui, on va le présenter cette semaine. Mais c'était la semaine dernière. Bah, du coup là, on présente quoi? Bah... Bonjour, bonne joueuse, je l'ai dit du premier coup. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi un petit peu particulière puisque Alice, que vous avez vu dans le sketch, a fui. Oui, tout à fait. Elle est partie se reposer, elle a raison, elle a bien raison. Devant toutes les nouveautés que nous avons reçues. Voilà, il y a 3 fois rien cette semaine. En fait, il devait y avoir un petit peu plus, mais c'était déjà pas une très grosse semaine. Et en plus de ça, il y a des trucs qu'on n'a pas reçus. Donc on vous en parle quand même, je vais vous en parler là rapidement. Mais je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Donc bah, voilà, on va pas non plus passer des heures dessus. On a des petits trucs à dire. Parce qu'on en profite, du coup on s'est dit bah, c'est bien, on va pouvoir prendre 5-10 minutes à parler un petit peu, discuter. Donc j'ai mon anti-sèche qui est là. Et on va commencer avec les pronostics du Fige. Ils sont là, enfin. J'aurais dû faire des jolis camemberts, proba, etc. En fait, j'ai fait ça à la pause du midi. Donc ça aurait pu être mieux fait. Enfin, ça rend déjà bien compte d'un petit peu vos avis. Donc, bon, ça donne des petits camemberts comme ça, mais je vais vous donner à l'oral. Et puis, au pire, on va essayer de l'afficher sur l'écran. On va voir si on peut. Donc, en gros, je récap pour ceux qui n'ont pas suivi. Depuis 2-3 semaines, à chaque début de vidéo, je vous dis hey, faites vos pronos pour le Fige, le Festival international du jeu de Cannes qui arrive fin février. Savoir, selon vous, qui sera, ou qui aimeriez-vous d'ailleurs, on a un petit peu tout mélangé, nommé ou gagnant dans les différentes catégories. Vous avez voté, vous avez été nombreux. Alors évidemment, c'est pas un panel d'un millier de personnes, hein. On est plus sur une vingtaine de personnes. Je pense, oui. Donc c'est un avis très, très local finalement, bien que vous êtes probablement éparpillés à droite à gauche dans la France. Mais finalement, c'est à peu près ce qu'on imaginait. On va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a comme petites infos là? Avec la catégorie enfants. En nommé. Alors on va commencer par les petits. Ouais, c'est les petits noms comme ça qui arrivent, on se dit oh bah oui pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Au final je pensais que ça aurait été plus nommé comme jeu. Donc le Grand Prix de Belcastel, ça c'est très cool, effectivement. Les animaux de Baker Street que moi je voyais plus dans du familial, donc du Asdor tout court. Mais là cette personne a décidé de le mettre par exemple dans la catégorie enfant. Alors la catégorie enfant c'est celle qui a reçu le moins de votes, donc il y a moins de jeux en fait, c'est pour ça. Oui, il y a des jeux qui ont été nommés une fois qui apparaissent quand même dans le graphique avec un pourcentage assez correct. Flashback, les tours ambulantes que j'aurais vu aussi dans la catégorie Asdor tout court. Ah oui, Flashback c'est Flashback Zombie Kids. C'est ça exactement. La planche des pirates 8%. C'est bien ça. Ouais. Donc ça a été 8% à le nommer dans les 3 jeux que vous avez listés, hein. En gros c'est ça. Arsène Lupin, les clés magiques à 20%. Nous avons Dor Dragon d'Or qui n'a eu que 4%. Quelle tristesse. Mysterium Kids 12% et évidemment la colline au feu follet 28%. Donc en gros c'est clés magiques et colline au feu follet évidemment qui ont été le plus nommés, avec celui qui a été nommé le plus de fois donc par vous en tant que jeu gagnant, catégorie enfant, qui est bien sûr la colline au feu follet. Et là vous avez été sur tous les votants 63 et des poussières % à dire que pour vous c'est le jeu qui va être nommé. Oui. Ouais. C'est vrai que nous aussi la colline au feu follet, c'est un petit peu ce qu'on a en tête. Ouais. Il a eu le spiel, hein. Il a eu le spiel, donc peut-être que on ne sait pas. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on fait plein de pronos, ça fait parler. Pas le Kinderspiel. Nous, ça nous fait parler, hein, toutes ces histoires de Cannes. De toute façon, vous l'avez bien compris. C'est pour ça que ça nous amuse un petit peu de voir un petit peu ce que vous imaginez. Et souvent, le jour où on apprend les nommés, on est toujours un peu surpris. Ouais. Et quand il y a des gagnants, peut-être un peu moins, mais au moins les nominations, on est toujours un petit peu surpris. Il y a toujours vraiment des surprises, des choses inattendues. C'est ça qui est cool, hein. Parce que si on savait à l'avance, ça n'aurait aucun intérêt. Initié.
Alors il y a plein de jeux. Je vois du Tokaido Duo, je vois du Tour Ambulante encore. Aussi. Je vois du Gutenberg, je vois du Acropolis, pourquoi pas. Moi je l'aurais vu dans le familial à nouveau. Lockdown, Northgard, Too Many Bones, Terraforming Mars Ares, Galileo. Ça c'est les petits pourcentages. Mille Fiori qui est revenu à plusieurs reprises. On a la Bête aussi en petit. Flamecraft qui est revenu. Les Tribus du Vent. Challengers. Un peu plus, ça, quand même. Là, on a dépassé les 10%. Déjà. Ouais. Si j'avais oublié First Empires, et puis après, dans les gros morceaux, évidemment, on voit Turing Machine et Hit, mais qui mange un tiers du camembert. Bah, Turing Machine et Hit, pas de surprise que vous l'ayez beaucoup nommé, parce que c'est vrai que Enfin, je suis d'accord de dire, en tout cas, que c'est des jeux de catégorie initiée. Plutôt, très bien dans cette catégorie. Et quel jeu! Quel jeu! Ils ont été récompensés, je crois, au Trick Track. J'ai plus les Trick Track d'argent et Trick Track d'or, mais du tout en tête, mais oui. Mais il me semble que Hit, il est dans le Trick Track d'or. Carrément. Dans l'initié, Hit, c'est vrai que c'est dommage qu'il soit déjà en croise. Parce que ça croise des infos entre le Spiel, les Trick Track. Ça croise un peu les infos dénommées, quoi. Et donc, celui qui est donné gagnant, c'est Turing Machine. Celui qui a été nommé le plus souvent par vos votes à 27%, parce qu'en fait le pourcentage est petit, parce qu'en fait il y a plein d'autres jeux, vraiment il y a une grosse diversité de votes, et puis il y a Hit évidemment qui à quelques pourcents près, à 2-3% près, qui aurait pu passer devant. Hop là, voilà, moi j'aime bien faire des petits pronos comme ça, des petits camemberts. La catégorie expert, je vois un petit peu de Sleeping Gods, je vois un petit peu de Hit à nouveau, pourquoi pas, je vois un petit peu de Mind Management, et puis on a du Bitoku, on a du Carnegie. Ça c'est bien, ça. Carnegie, c'est bien. Carnegie, moi je l'ai mis dans mes pronos, par exemple. On a du Fédération, très bien, ça fait plaisir. Cathédrale Rouge, qui était sorti en début d'année, il y a quelques mois quand même maintenant. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à l'oublier, alors que c'est quand même, il se défend sacrément bien ce jeu-là. C'est quand même un super jeu. Twilight Inscription, très bien. Tiletoon. Et Ark Nova qui prend 30%, qui prend un tiers du disque à lui tout seul. Et Ark Nova est donné gagnant par vous-même à 85%. Ark Nova, c'est un Diamant d'or et Trick Track d'or pour le coup. C'est vrai que c'est un peu une évidence, Ark Nova. Moi aussi, je l'ai mis. Moi aussi, je pense peut être gagnant. Franchement, à part Twilight Inscription, je vois pas qui peut lutter contre Ark Nova. Ah si, Carnegie quand même. Carnegie, pardon. Je sais pas, Carnegie. Je pense que c'est Carnegie. C'est vrai que c'est quand même vachement bien, mais Tiletoon m'a beaucoup plu. Tiletoon, il a été nommé, avec Carnegie, ils ont été nommés au Diamant. Cathédrale Rouge, ce serait pas une surprise. Bref, voilà, je trouve ça intéressant. Très bon jeu expert en tout cas. Ouais. Il y a une belle liste de jeux là qui vient d'être énumérée. On arrive dans la catégorie As d'or tout court, donc le jeu famille en fait, en quelque sorte, jeu tout public un petit peu. On voit un petit peu de Splendor Duel, on voit un petit peu de Modi, on voit un petit peu de Next Station London, District Noir que j'aurais pensé un petit peu plus haut, franchement. Mais catégorie de joueurs, est-ce qu'il y aurait pas une nouvelle catégorie qui va être créée là aussi? Ce serait sympa quand même. Je sais pas comment ça va fonctionner. Il y a beaucoup de bons jeux à deux maintenant aujourd'hui. Ça mériterait en tout cas. Il y a un petit Kawale qui se balade avec 1%. Je pense que et Packet Chips, j'aurais pensé plus aussi. On revoit du Tour Ambulante, mais Tour Ambulante il a été nommé à droite, à gauche. C'est enfant, initié, famille, c'est vrai que c'est un peu tout. Et avec des chiffres un peu plus élevés, on va voir du Challengers. Ça. Ce n'est pas surprenant. On va voir du Super Mega Lucky Box. On va voir du Trax, du Acropolis, du Sea Salt and Pepper. C'est vrai que aussi, il y a eu un Trick Track. Tout ça, c'est un Trick Track de bronze. En même temps, Acropolis, c'est beaucoup trop bien. Moi, je l'ai mis aussi dans mes pronos et je pense, en tout cas, moi, je l'ai mis en tant que gagnant de l'As d'or. On verra bien. De toute façon, c'est juste des pronos. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec les chiffres. Rien à voir avec la sympathie de l'auteur. C'est un truc complètement à part. Évidemment, on a envie de caler des jeux qu'on aime bien, mais vous l'avez fait aussi. On est toujours un petit peu on est toujours influencé par les jeux qu'on aime, on aimerait bien qu'ils soient là. Bon bref, de toute façon, nous ne sommes pas des voyants, et donc donné gagnant Acropolis à 59,9%, 60% de vos votes en tout cas. Voilà. Très cool. Voilà à quoi ça servait tous ces petits votes. En tout cas, merci d'avoir participé. Oui. Je trouvais ça intéressant. On passe, on passe nos journées, non peut-être pas, mais plusieurs fois par semaine, on relance le débat. Tout à fait. Et c'était sympa de vous faire participer à tout ceci. Hop. Je pense qu'on va passer maintenant à la présentation des nouveautés. Pour les nouveautés, juste avant, je précise qu'à la fin de cette vidéo, il y a un focus sur Excursion. C'est le prochain de Microgame, donc la gamme de chez Matago. Excursion qui devrait arriver au printemps 2023. Je dis printemps parce que les dates, on ne sait pas trop. Ça bouge. Bien sûr, ça peut bouger. Mais tout de suite, les nouveautés. Une nouveauté dont on va parler qui n'est pas sortie cette semaine, mais qui est sortie cette semaine, mais pas cette semaine, pas ce vendredi-là, mais le vendredi de la semaine dernière, c'est Colorado. Colorado qui est ici, auquel on a pu jouer. Ouais.
Et c'était très sympa, franchement. Moi, j'ai passé un la bon mécanique moment, est très cool. Colorado, en fait, son nom l'indique déjà. Un Colorado, ça va être ce qu'on appelle du call and write. En fait, dans Colorado, vous avez une petite carte. Alors, je vais peut-être sortir le matos, j'avais pas prévu, mais je vais le sortir, il doit être par là. Bah non, je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Vous allez avoir en fait une petite fiche. Je pense qu'on va bien le voir ici. Vous avez en fait une fiche sur laquelle il va y avoir des petites choses à cocher. Vous avez un plateau central qui sert à scorer les différents points, et ça, c'est une fiche qui est commune. Et l'idée, en fait, ça va être à chaque fois, donc à chaque tour, d'appeler une carte. Donc en fait, les cartes, il y a différentes familles. Vous avez des cartes bleues, des cartes vertes qui appartiennent à chacune des familles. Chaque famille est composée de 3 cartes avec des valeurs de 1, 2 et 3. Et à mon tour, je vais pouvoir demander à un joueur de dire, bah, comme dans un jeu de cette famille, est-ce que tu as le 2 bleu? Si Antoine a le 2 bleu, il le révèle, et en fait, cette carte-là indique des actions à faire. Donc c'est une parmi 2 à chaque fois. Ça peut être de cocher, gagner de l'argent, payer des pépites justement pour jouer d'autres cartes. C'est plein de pouvoirs très sympas qui permettent un plus de flexibilité dans le jeu en fait. Et donc cette carte-là, on la révèle, on applique au choix l'une des 2 actions proposées par la carte. Donc tous les joueurs font ça simultanément. Et ensuite, cette carte-là, comme moi je l'ai appelée, je la récupère et je la mets dans ma zone de jeu. Et à la fin de mon tour, si un joueur ou plusieurs ont collecté une famille entière, c'est-à-dire 1, 2, 3 d'une même couleur ou plusieurs, ils vont pouvoir cocher des petits drapeaux sur leur plateau. Et leur plateau, en fait, c'est composé de différentes zones. Et donc les drapeaux vous servent à propager un peu votre colonisation un petit peu et d'essayer de cocher un maximum de territoire de façon à pouvoir contrôler ces zones-là. Et quand vous les contrôlez, bah, du coup, vous gagnez des points dans les différentes zones que vous avez contrôlées. Il y a 4 zones différentes, du rouge, du bleu, du jaune et du vert. 4 types de zones, parce voilà, que sinon il y en a plein. 4 types de zones, voilà, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, on va essayer de cocher. Évidemment, c'est un jeu de course parce que dès qu'un joueur a dit « Ah, j'ai coché toutes les cases de ma zone, je contrôle la zone, je marque les points », bah, du coup, les autres joueurs ne peuvent plus marquer ces points-là. Rien du tout. Donc c'est vraiment très malin, c'est un petit jeu très facile à prendre en main. Évidemment, après, il faut essayer d'appeler les cartes dont on a besoin pour, on va dire, compléter une famille. Il faut avoir de la chance un petit peu, pas comme moi. D'ailleurs, je le précise quand même, quand vous appelez une carte qu'un joueur n'a pas, eh ben, il doit vous donner soit une carte de la même couleur, soit une carte de la même valeur. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, on va dire, bah, ok, bah, tu m'as demandé un 1 violet, bah, j'ai pas de 1 violet, mais j'ai du violet ou du 1. Et en fait, je vais lui donner le 1 bleu. Pourquoi? Parce que le 1 bleu, par exemple, il l'a déjà. Ce qui fait que si je donne une carte à quelqu'un qui l'a déjà, il est obligé, bah, il active quand même l'action, comme tout le monde, mais par contre, il ne peut pas la conserver, parce qu'on ne peut pas avoir 2 cartes identiques dans sa zone de jeu. Il va devoir la défausser. Il gagnera une pépite en compensation, mais bon, c'est pas ouf comme compensation, on aurait préféré. Moi, j'en ai gagné plein des pépites comme ça, et c'est vrai que c'était pas ouf. Mais on préfère utiliser le bonus d'une carte, pourquoi? Parce que souvent, vous avez des cartes qui vous permettent de cocher des zones sur votre plateau, et en cochant une zone sur votre plateau, vous arrivez à débloquer un effet qui vous permet par exemple de rejouer une carte. Il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a des collections de symboles à trouver pour marquer des points avant les autres joueurs. C'est ça. Il y a ce côté un petit peu très futé. Je joue une carte pour cocher ça, pour jouer cette carte-là, qui me permet de recocher ci, qui va contrôler la zone, de marquer des points, etc. Donc il y a un petit côté combo plus, mais avec cette mécanique de jeu de cette famille un petit peu. Et c'est un très bon mélange. Franchement, Colorado, ça marche bien. C'est une belle surprise. J'aime beaucoup. Call and Ride Colorado. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs. Je ne l'ai pas précisé. C'est un jeu de Joachim Tom. C'est important. Ou Tom. C'est illustré par Emir Dourmizevich. Je pense. Je pense que c'est ça. C'est édité par Silex. Très très cool Colorado. Cette semaine, nous avons également reçu ceci. Tout à fait, Catan à l'aube de l'humanité. Donc Catan, ça c'est pas une extension, c'est un jeu à part entière dans l'univers de Catan. Par contre, c'est un jeu qui prend un peu plus de place. Alors ici, on va montrer un petit peu aussi le matos. Donc le plateau est vraiment gigantesque, ce qui représente en fait tout le monde, mais à l'époque, on va dire préhistorique. Là, on une thématique de préhistoire, tout simplement. Et en fait, on va pas poser des villes, on va juste poser des petites huttes. Il va y avoir pas mal de mécaniques qui vont changer, notamment le fait d'aller chercher maintenant des ressources qui sont à différents endroits, des ressources différentes au mieux pour faire évoluer en fait votre population. Vous allez faire un petit peu, il y avait ça dans Fire and Stone. Dans Fire and Stone, on essaie de récupérer des cultures, de la nourriture pour faire avoir des connaissances en fait. Et là, c'est représenté par une petite piste sur le plateau. Et on peut également essayer d'aller chasser des différents animaux. L'intérêt d'aller cueillir des différents fruits et d'aller chasser, c'est que ça permet de progresser dans votre évolution, mais ça vous permet également en fait de être un peu plus chafouin avec les règles et d'aller notamment marquer des points de victoire. C'est l'un des premiers buts, c'est-à-dire cueillir, chasser, ça permet d'avoir des points de victoire, mais parfois il peut y avoir des malus qui vous seront donnés en chassant tel ou tel animal. Il peut y avoir des très bons bonus, comme par exemple des petits effets sympas où vous allez supprimer une valeur de la carte. Donc il y a des valeurs qui sont indiquées comme dans Catan. Hein. Je lance les dés, puis la personne va gagner la ressource qui est indiquée par la valeur s'il a une hutte adjacente. Le truc, c'est qu'en supprimant une valeur, du coup, je supprime une valeur qu'un joueur pourrait
tenter de posséder. Donc du coup, ça va pousser un peu plus, et ça va plus se centrer sur de l'exploration. On va vraiment essayer d'aller chercher les différentes ressources de plus en plus loin, et essayer de s'étendre le plus possible, parce qu'avec différents événements, ça va pousser les joueurs à se fighter. Il y aura plus d'interaction entre les joueurs que dans le Catan de base. C'est un peu plus centré sur de l'exploration, sur de l'évolution. Donc voilà, c'est un jeu qui va garder quand même 60% du jeu de base, mais qui va apporter des petits plus pour apporter une plus grande richesse, je pense, qu'au jeu de base. Donc des joueurs de Catan vont être intéressés par ça. Si vous voulez débuter par un Catan, je sais pas si c'est le mieux, parce qu'à mon avis, il y a le classique fait très bien le job, voilà. Il faut avouer. Mais voilà, on a un nouveau Catan qui est arrivé, ça fait plaisir parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, disons, des boîtes de Catan. Ça nous prend un meuble entier. On a à peu près ça à la boutique de Catan. Mais c'est bien, un nouveau Catan. Ils arrivent à se renouveler tout de même dans la proposition. Oui, tout à fait. On a également reçu ceci. Et alors là, je suis particulièrement content. Donc, c'est l'extension Loisirs et Décadence pour It's Wonderful World de Frédéric Guérard, Benoît Bagny, illustré toujours par Anthony Wolf. Magnifiquement illustré. J'adore vraiment les illustrations d'Anthony Wolf. Je suis très content parce que c'est une extension pour un de mes jeux préférés, It's a Wonderful World. C'est une extension qui, dans un premier temps, était un Kickstarter, ouais. Oui, c'était dans le Kickstarter, et c'était une exclusivité Kickstarter. Ça signifie que quand on avait Kickstarté, je dis on parce qu'à l'époque j'avais Kickstarté, eh bien, il était indiqué que ça, on ne le trouverait pas à la boutique, ce serait une exclue. Il y a 6 mois à peu près, je reçois un petit mail de la boîte de jeu qui dit « Hey !» À l'époque, on nous avait dit que c'était une exclusivité. Avec le recul, on se demande si c'est une bonne idée, mais plutôt que prendre la décision sans vous demander votre avis, on vous demande votre avis, vous les backers. Et si une majorité de gens décident qu'en fait ça sert à rien que ça soit une exclue, bah on va le proposer en boutique. Ce à quoi j'ai répondu, mais bien sûr, j'ai jamais compris cette idée d'exclus. Je vois pas en quoi, moi, le fait que d'autres personnes ne puissent pas y jouer, ça m'apporte quelque chose. Au contraire, c'est du jeu de société, donc il faut partager le bonheur. Bah oui. Et je suis content parce qu'il y a un maximum de personnes, en tout cas il y a une majorité qui a répondu la même chose. Oui. En espérant que ce soit pas 52%. Il y a des gens qui ont déjà le jeu et qui disent aux autres, mais ouais, mais amusez-vous, c'est trop bien. Bah, j'espère, ouais. En tout cas, l'initiative de la boîte de jeu. L'initiative est géniale, franchement. C'est bien d'être revenu, en tout cas, d'avoir donné la possibilité de revenir sur cette parole-là. Et qu'apporte cette extension? Et les gens ont donné la bonne réponse, je trouve. Qu'apporte cette extension? C'est une extension qui apporte plein de petites choses au travers d'une campagne, donc comme l'extension Guerre épée qui était déjà sortie auparavant. Guerre épée, tout à fait. Guerre épée, c'est de Tolstoï. Oui, en effet. C'est pas pareil. Toujours à dire des trucs à côté de la plaque, ça c'est un classique. Et donc Loisirs et Décadence, je vais pas pouvoir vous en dire trop parce qu'en fait tous les éléments de jeu, notamment les nouvelles mécaniques, on va les débloquer au fur et à mesure de la campagne. Je me permets quand même de vous parler d'une mécanique centrale, en tout cas que moi j'ai vraiment apprécié. Vous pouvez avancer la vidéo de 30 secondes si jamais vous voulez pas en entendre parler, mais je vous dis, c'est pas un gros spoil. En gros, on va désormais pouvoir rayonner culturellement avec sa civilisation. Et donc, on va avoir un petit peu de soft power et vous allez pouvoir augmenter votre culture. Et cette culture, elle va vous faire gagner des points de manière exponentielle. Il y a vraiment des paliers qui peuvent faire exploser votre score si les autres joueurs vous bloquent pas. Donc il y avait 2 grandes stratégies, on va dire, même si c'était possible de mixer dans le jeu. Vous avez d'un côté le militaire et d'un côté le financier. Et maintenant c'est une 3e. C'est ça, mais on peut pas. Enfin, si on peut aller que là-dedans, mais en général ça va faire gagner. On va se faire avoir une seule fois de laisser ce joueur avoir pris toutes les cartes, et donc tout le monde va prendre un petit peu de culture. Il y a quand même des petits coups fourrés à faire, c'est malin, c'est hyper thématique. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose que ça soit proposé. Si vous n'avez pas touché à votre It's a Wonderful World depuis longtemps, je vous assure que ça va vous le faire ressortir et vous allez vraiment relancer tout un tas de parties. Et si comme moi c'est un jeu que vous aimez sortir à l'occasion, bah, vous allez encore plus vous éclater, quoi. Et puis bien sûr la campagne avec tout un tas de surprises à découvrir. Pour moi c'est quand même l'une des meilleures extensions sur les 3 en fait, sans avoir trop élaboré. Mais moi aussi, c'est ma préférée. Je suis trop content qu'elle soit arrivée en boutique. C'est très cool. Je suis très content de tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, c'est à nouveau toi. Bah là, on reste sur des belles extensions. Je dis parce que j'y ai joué à Endless Winter. Endless Winter, c'est un jeu. Alors, moi, je reste dans les thématiques paolithiques, homme de Néandertal, j'aime beaucoup ça. Ici, on est sur un jeu, donc Endless Winter, c'est un jeu qui va un peu se croiser mécaniquement à Dune Imperium ou les ruines perdues de Narak. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec du deck building. C'est un jeu un peu plus... C'est quand même assez complexe, hein. On peut pas mal le comparer. On est sur du bon expert. Ouais, c'est du bon jeu expert, par contre c'est extrêmement bien édité, c'est vraiment très très beau. On est sur un jeu où on va avoir aussi, pareil, c'est le principe de Kickstarter, où du coup quand on fait le all-in, on a la boîte de base avec tout ça dedans. Là, Matago propose de localiser ça de manière séparée. Et c'est très cool parce qu'en fait ces extensions-là vous apportent plein de choses. Alors, la première,
comme tout bon deck building évidemment, ça rajoute plein de cartes. Bon là du coup si vous connaissez pas le jeu de base, je vais vous parler de trucs, ça vous sert un peu à rien, mais en gros ça rajoute plein de cartes de clan, plein de cartes de départ asymétrique, plein de cartes pour la chasse, enfin c'est vraiment ça, c'est la petite extension qui fait plaisir quand on veut rajouter un peu de rejouabilité, de différence dans les cartes, mais sans pour autant alourdir entre guillemets le jeu, même si là en termes de joueurs, si vous êtes expert, ça va pas trop alourdir en ça général. C'est Ancêtre. Ça c'est l'extension Ancêtre qui rajoute essentiellement des cartes. Voilà. Je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'effectivement c'est une petite extension qui ne mérite pas plus que ça. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, on a fait une vidéo il y a quelques semaines, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais très très bien en tout cas pour rajouter un plus de contenu en termes de cartes. Ensuite on a dans Endless Winter, ce qui est cool, c'est que vous avez certes les cartes avec un marché, vous avez aussi un plateau de conquête, vous avez un petit plateau avec des tuiles de monolithe qui fait un petit côté un petit peu placement de majorité, donc un petit côté abstrait, et on a un plateau avec le placement des ouvriers sur les différentes actions principales, donc c'est vraiment très très vaste, et notamment Endless Winter ici avec l'extension des rivages, je crois c'est quoi Rivière et Radeau, pardon. Rivière et Radeau, là ça rajoute en fait un autre système sur le plateau de base sur la conquête, en fait là on va placer notamment nos huttes, en fait maintenant il y aura une rivière, et cette rivière là en fait elle nous inclut une nouvelle règle de pêche, qui permettra aussi de marquer des points de victoire, des petits bonus etc à droite à gauche, et ça permet également en fait de contraindre plus les joueurs sur des départs asymétriques et sur le déplacement qui sera beaucoup plus complexe que sur la base. Voilà, donc celle-ci c'est plutôt pour le côté conquête de Endless Winter. Et il y a un meeple volcan. Pourquoi pas ? Il y a plein de choses dedans, mais moi je vois un meeple volcan. Dans les extensions, ça là, c'est génial. Je pourrais m'étendre 1 heure sur la vidéo pour vous en parler parce que ça rajoute énormément de choses. Parce qu'en fait, c'est plein de petits modules Endless Winter et en fait, on le mixe à sa façon, on le mixe un peu comme on veut en fonction des différentes parties qu'on souhaite faire. Celle-ci qui est très très cool, pour rien vous cacher, celle-ci je l'avais vue, j'y avais pas joué. Celle-ci c'est pareil, j'ai joué, mais non, je les ai uniquement vues, celle-ci. J'ai juste vu, je crois que j'ai juste obtenu des départs asymétriques avec les cartes de clan. J'ai juste regardé les chefs à la fin de la partie, une fois que j'avais compris le jeu pour avoir les pouvoirs en main. Et celle-ci par contre, j'y ai joué directement quand j'ai joué avec le jeu de base. C'est très très cool, ça c'est vraiment une des meilleures extensions je trouve. Là les peintures rupestres, ça vous ajoute un petit module à côté qui ressemble un peu à du roll and write. Mais en ouais, fait, okay. Ici vous avez, hop, je vous montre un petit peu. Trop génial. Ici en fait vous avez des petits plateaux et ce sont des plateaux effaçables. Et en fait ces plateaux là, ça représente le dessin vite fait d'une peinture rupestre. Et à l'intérieur des différents morceaux de votre animal de peinture rupestre, donc l'espèce de petit bison, je sais pas quoi, vous avez des emplacements, que ce soit la cuisse, le dos, etc. Ce sont des ensembles à relier par des points. Et une fois que vous aurez entouré l'ensemble, vous allez avoir un bonus qui est immédiat et qui à chaque phase d'éclipse va se re-enclencher. Et là c'est vraiment un principe, c'est vraiment un concept de moteur de jeu où quand vous arrivez à tout entourer, au début vous dites bon, j'ai passé 4 heures à faire mon machin là, mais à la fin, quand à chaque phase d'éclipse ça va se renclencher, vous avez des bonus à droite à gauche, ça devient incroyable. Et du coup pour faire cette peinture rupestre, vous avez une nouvelle action sur le plateau disponible où maintenant vous aurez en lien avec cette action un espèce de chaman que vous allez pouvoir recruter. Je ne sais plus comment vous appelez ça, une sorte de prêtre. Enfin bon, chaman, ça a l'air thématique. Chaman, ça me paraît bien. Je pense que c'est le nom. Et en fait, ce chaman-là vous permet de faire des actions en lien directement avec les petits traits que vous allez placer pour relier les différents points. C'est un truc, comment on l'appelle ? C'est pas du roll and write, c'est plutôt le principe de je relie les points. C'est vraiment un système de je relie les points, mais qui vous donne des combos qui sont activables à chaque fin de phase en fait. Donc c'est hyper intéressant. Alors, j'aurais aimé vous montrer le jeu de base à côté, mais on n'en a plus. On va en revoir dans la semaine, je pense, ou la semaine prochaine. Si vous cherchez un très bon jeu de placement d'ouvriers associé à du deck building combo de cartes, franchement, Endless Winter en termes d'édition, c'est oufissime. C'est très très cool. C'est alléchant tout ça. On a encore 2-3 petits jeux dont on peut vous parler, mais sans le matériel. Donc c'est les fameux qu'on n'a pas reçus. Je vous en parle plus en détail la semaine prochaine, mais je vous l'ai dit quand même, normalement, si vous passez à la boutique à partir d'aujourd'hui, vendredi, quand la vidéo sort, il y a Here to Slay qui est arrivé. On va essayer de mettre un petit visuel au moins que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un jeu de l'éditeur Unstable Games, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est ceux qui ont fait Unstable Unicorns, Happy Little Dinosaurs. Et ici, on va jouer des groupes d'aventuriers qui vont dans des donjons et il va falloir que vous battiez les monstres du donjon avant les autres joueurs. Ça me rappelle un jeu un petit peu. Oui, un petit peu. Donc moi, ayant passé une partie de mon adolescence à jouer à Munchkin, évidemment, je suis curieux du truc. Une formule à la Munchkin en plus moderne. Je n'y ai pas encore joué, mais en tout cas, ça donne envie. J'en suis très curieux. On vous en parlera plus en détail la semaine prochaine. Et également Tomorrow, qui doit arriver demain. Excellent. Génial. Non, absolument pas. Et c'est un jeu
de duel, donc pour 2 personnes, pour des parties d'environ un quart d'heure asymétriques. On est dans une espèce de futur dystopique. Il y a un joueur qui va jouer les rebelles, un autre joueur qui va jouer l'administration, qui doit capturer donc 3 leaders rebelles. Donc ce sont des personnages, parce qu'en fait c'est un jeu de cartes. Et les rebelles doivent faire, le joueur qui joue les rebelles doit faire des points tout simplement. C'est une course aux points pour lui. Et c'est un jeu avec 10 cartes chacun, uniquement. Donc c'est ultra minimaliste, avec une sensation un petit peu à la Android Netrunner, pour un petit prix, 16 € si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme à ce prix-là qu'on le proposera. Donc je vous en parle plus en détail la semaine prochaine, mais alors ça aussi, ça me donne grave envie. Jeu minimaliste, duel, Android Netrunner, il y a une petite formule qui fait plaisir quand même. Je pense, ouais. Donc la semaine prochaine, normalement, on vous en parle. En tout cas, si vous passez à la boutique, ce sera dispo. Je crois que sur les nouveautés, on est bon. On est bon sur les nouveautés. Il y a 2-3 trucs, alors on s'est dit, on en profite pour blablater, parce que comme on a le temps, oui, comme cette vidéo ne devrait pas dépasser... On peut rebondir sur les anciens commentaires, ouais, par rapport au fait que on a la réponse. Oui, sur tout à fait. Les dés, parce que nous, on dit des bêtises tout le temps. Ouais, surtout moi, j'aime bien dire des mots qui ne sont pas les bons, comme guerre épée, bref. Voilà. Donc dans le top vente 2022, on se pose la question, mais comment est-ce que ça s'appelle un dé à 20 faces, et plutôt que dire on ne sait pas et se taire comme toute personne qui normalement ne sait pas, nous on invente des trucs. Et surtout moi j'ai dit que ça s'appelait un double dodécaèdre. Je l'ai dit à Jeff tout à l'heure, il était mort de rire pendant 10 minutes. Je lui dis mais tu connais toi la vraie réponse? Il me dit non mais c'est sûr c'est pas ça. Oui évidemment c'était pas ça. Donc un dé à 20 faces comme ceci, c'est un icosaèdre. Voilà, merci à tous ceux qui ont bien répondu. Ouais, du coup, bah oui, vous êtes toujours adorable dans les commentaires. Mais en plus je me suis détesté parce que figure-toi je le savais, parce qu'il y avait une chaîne YouTube sur le jeu de rôle à l'époque, parce qu'ils n'ont pas publié depuis quelques années, qui s'appelait icosaèdre. Tout simplement. Allez regarder leurs vidéos, même si aujourd'hui ils font plus la chaîne YouTube, mais il y a encore leurs vidéos, elles sont plutôt cool franchement dans l'ensemble. Parce qu'en fait un dodécaèdre c'est un dé à 12 faces, donc un double dodécaèdre qui est un terme qui n'existe pas. C'est deux fois un dé à 12 faces. Ouais, donc un 24 faces. Voilà, monsieur quand on dit des bêtises c'est bien de revenir dessus quand même, comme Guerre-Épée. On se corrige. Et puis on a joué à ça aussi. Oui. Voilà, ça aussi. On a joué à ça. On a très envie d'en parler parce qu'on y a joué ensemble. Oui. On a passé un bon moment. Moi j'ai deux petites insomnies à cause de ce jeu depuis qu'on y a joué, parce que il est sur BGA, Board Game Arena, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que on dit BGA comme ça mais il y a plein de gens qui connaissent pas au final. Board Game Arena qui est un site qui permet de jouer à des jeux de société en ligne gratuitement, mais vous pouvez avoir un compte premium pour rémunérer les créateurs, les gens qui codent, les gens qui gèrent le site tout simplement, surtout pour arrêter d'attendre, tous les gens qui bossent derrière, pour arrêter d'attendre par exemple, pour jouer avec plein de gens. Donc c'est hyper bien pour BGA, accéder à plein de jeux. Et notamment en ce moment il y a en bêta, enfin ça marche très bien cette bêta, il y a Roi, et Roi c'est un petit coup de cœur, donc j'ai mis ma tête dessus. On en reparlera quand on fera le top vente et coup de cœur. Ça sent très bon parce qu'en plus déjà 2 bons auteurs, il y a Johan Goupy et Théo Rivière dessus. Oui. Donc ça pouvait... Déjà ça partait bien avec le don des 2 auteurs. Ouais, Johan Goupy très bon pour tout ce qui est jeu de poste de tuiles. Ouais. Il y a Théo Rivière qui vient avec ses petites idées. C'est très malin Roi, vraiment. C'est bien illustré par Oli, Greg travail éditorial au top. Ça c'est très très bon si vous aimez les jeux de poste de tuiles. Les règles sont fluides. La première partie, toutes ces étapes on passe d'un moment où on joue tous en simultané, et ensuite il y a des moments où on joue chacun notre tour. Au début c'est perturbant, puis en fait finalement une fois qu'on a maîtrisé, on est bien content qu'il existe ce mode de jeu parce que ça fluidifie un certain nombre de choses. Complètement. Voilà, Roi c'est cool. Je pense que voilà, on va terminer là-dessus. On peut finir là-dessus, ouais, tout à fait. Hop. On a autre chose à ajouter? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Si ce n'est de vous dire à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Parce qu'il y a un focus. C'est vrai. Et coucou! Bonjour à tous! On se retrouve ici? Tout à fait, dans cette vidéo de focus sur Excursion dans la vallée de la mort. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, c'est un jeu 2. Alors, je vous le dis, Kevin Ellenberg, c'est illustré par, c'est écrit un tout petit, Fashri Moulana. C'est un jeu à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est très rapide. Un jeu un petit peu casse-tête dont Alice va vous expliquer les règles immédiatement. C'est moi. Alors, on va avoir besoin de mon assistante Alexandra pour faire des focus sur le matériel. On va déjà, en fait, chacun constituer nos lignes. Donc on se met face à face avec la pioche au milieu. On va avoir 2 lignes devant soi. La première, qui est le plus vers l'adversaire, ça sera le voyage. En dessous, ça sera notre album. Le but, c'est de faire le plus de points de victoire possible, qui vont être principalement représentés par les étoiles qu'on voit sur les cartes, et aussi les conditions qu'il y a marquées aussi sur ces dites cartes. Certaines vont vous en faire gagner sous certaines conditions, et d'autres vont vous faire perdre des points sous certaines conditions.
Donc un jeu de casse-tête d'agencement devant soi. Il y a des petites variantes qui font que vous pouvez aller jouer chez l'autre et un peu l'embêter. Mais la version de base, ça va être des actions assez simples. Vous allez à votre tour faire une seule action parmi deux. On a ici un petit récap de tours fort pratique. Et donc, un tour, soit vous voyagez, c'est-à-dire que vous piochez la carte ici ou la carte ici, vous la mettez sur votre voyage. Le voyage, vous devez toujours commencer de gauche à droite. Ou alors, on va faire une sorte de petit exemple de quelque chose qui est déjà fait. Voilà. Ou alors, vous décidez de vous reposer. Vous reposer, ça veut dire que vous choisissez une des cartes de votre album et que vous allez de votre voyage, pardon, et que vous allez la mettre dans votre album, forcément comme le voyage, à partir de la gauche, la plus à gauche. Et vous allez remplir aussi comme ça. Les cartes album, elles continuent à vous faire les petites conditions qu'il y a marquées en dessous. Par contre, elles ne compteront plus dans les points de fin de partie avec les étoiles. Les étoiles, c'est le moyen le plus classique d'avoir des points de victoire. Donc en fin de partie, imaginons je m'arrête ici, j'aurai que 2 points d'étoiles parce que celles-là, les étoiles, elles comptent pas. Par contre, les conditions qui sont ici compteront quand même si je les remplis. Quand je me repose, je peux aussi, en plus de la mettre dans mon album, choisir une autre carte de mon voyage et la mettre face cachée en dessous. On va voir pourquoi ça sert à beaucoup de choses, surtout à se protéger de la mort qui est dans la vallée, parce que c'est très compliqué comme condition de vie, et donc vous pouvez vous effondrer. À la fin de votre tour, donc soit vous avez pioché, soit vous vous êtes reposé, on va voir si vous avez 3 fois le même symbole dans tout votre album, votre voyage et votre album. Si c'est le cas, eh bien, alors on va faire un petit exemple. Est-ce que je suis chanceuse? Voilà. Imaginons, je viens de piocher cette montagne-là et j'en avais déjà 2 avant. Je m'effondre, ça veut dire que la dernière que j'ai piochée, elle est défaussée à jamais. C'est ballot, elle me rapportait quand même 5 points de victoire. Elle est défaussée et tout ce qui constitue mon voyage est remélangé à la pile d'excursion centrale. Donc je remélange, donc en gros j'aurais perdu tout mon voyage. Heureusement mon album demeure. La fin de partie, c'est quand le tas d'excursions est terminé, qu'il ne reste qu'une seule carte. Ça veut dire que quand on s'effondre, eh bien on re-remplit un peu le paquet, ce qui peut allonger la partie. Et en plus, on peut y mettre un peu de mémoire en se disant « Ok, je viens d'y reglisser 3 montagnes là, donc faut que je réfléchisse, maintenant je vais économiser mes montagnes, etc. etc. » Il y a plein de données où on peut vraiment contrôler le jeu, dans le sens où déjà, sur les cartes, on a donc les points de victoire, les conditions de points de victoire ou de perte de points de victoire, et ici, on a donc les symboles qui vont compter pour l'effondrement, mais aussi pour des conditions, par exemple, vous gagnez plus de points si vous avez des papates adjacentes, par exemple. Et aussi en dessous, vous avez un chiffre, c'est le nombre d'exemplaires de ce symbole-là que vous trouverez dans le paquet. Donc pour les papates, il n'y en a que 3, c'est assez rare. Mais en même temps, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, les 3 sont sortis, j'en ai 2 chez moi, il y en a une chez mon adversaire, je peux piocher, j'aurai pas de mauvaise surprise, je retomberai pas dessus et donc je m'effondrerai pas avec ces patounes. Pourquoi donc, je vous avais dit pourquoi on mettrait des cartes cachées sous l'album? Eh bien parce que peut-être à un moment son pouvoir était pratique sur l'instant, mais que là ça commence à être chaud patate parce que j'avais déjà trop de montagnes par exemple. Oui. Donc je vais en planquer une là-dessous, elle rapportera plus rien, ni pouvoir, ni point de victoire, rien du tout, mais au moins eh ben, vous êtes un peu plus, vous avez plus de lest, oui, voilà, de lest pour piocher. Parce que quand vous piochez, c'est soit celle révélée, soit la première planquée. Là, vous avez beaucoup de risques. Voilà, sinon ce qui est intéressant aussi c'est les règles d'adjacence parce que vous avez plein de pouvoirs qui se font avec l'adjacence. Oui. C'est que, imaginons j'ai 4 cartes comme ça et j'en ai qui vont vous dire j'ai des points si j'ai des gouttes adjacentes, c'est-à-dire en haut si c'est dans l'album, à gauche, à droite, ou si c'est dans le voyage, eh bien à gauche, à droite et en dessous. En gros tout ce qui est carré autour c'est adjacent, les diagonales donc ne sont pas adjacentes. Voilà, je pense. En général, quand même, les cartes qui rapportent vachement de points en termes d'étoiles donc dans le voyage ont souvent des petites pénalités en fait. Ouais. Le bonus en dessous, c'est pas vraiment un bonus, c'est vraiment plutôt un malus. Hein. Là par exemple, celle qui donne le plus de points, elle n'existe pas, il n'y a pas d'autres cartes qui en donnent autant. Elle dit par contre, perdez 2 points pour chaque soleil dans votre voyage. Vous voyez, donc il y a des sacrifices à faire, peut-être que vous aviez des soleils dans votre voyage au cours de la partie parce que les pouvoirs étaient cool sur le moment, et justement à la fin de partie, vous essayez de vite vous reposer et la glisser la soleil sous une carte pour pas perdre les 2 points de cette montagne-là. Mais bon, c'était assez punitif, mais c'était cool. C'est-à-dire qu'un seul faux pas
on perd tout le voyage, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est comme un voyage, en fait. On prend le risque ouais. de passer par un sentier, puis des fois on se casse la gueule, des fois on tombe sur des belles choses, donc c'est vraiment très très bien fichu, ce petit côté prise de risque. Oui, tu l'as précisé, il y a toujours une carte disponible. Hein, oui, entre toujours. Une carte disponible entre le dessus de la pioche, dont on ne sait pas ce que c'est, et celle qui est visible. Donc, je pensais qu'on allait faire des longues files, parce qu'en fait, dans les règles, il n'y a pas marqué, oui, il y a une limite dans vos files. Mais en fait, c'est tellement... c'est tout le temps, en fait, que vous allez avoir des effondrements. Parce qu'avoir 3 cartes de même symbole, dans 2 lignes différentes, ça arrive très rapidement. Donc vous ne pouvez pas vous étaler, et ça va être punitif. C'est pour ça qu'il faut se reposer à un moment, et quitte à virer plusieurs cartes, faut beaucoup de sacrifices. Mais par contre, il faut calculer la rentabilité du coup. C'est pour ça que c'est vraiment très cool comme petit jeu d'optimisation. Sachant qu'on l'a dit, c'est pour 1 à 2, donc il y a un mode solo. Pour y jouer seul aussi. Contre une IA. Voilà. Et voilà, et après le petit plus qui est cool, c'est que sur chaque carte, c'est vraiment un endroit de la vallée de la mort avec le nom, Devil's Golf Course par exemple, et à côté, un petit texte d'ambiance, mais aussi avec des infos. Par exemple, là j'ai les serpents, et à côté ça dit seulement quelques espèces de serpents de la vallée de la mort sont venimeux. La plupart sont inoffensifs et évitent les sentiers des humains. Voilà, des petites infos, comme ils avaient fait un peu dans Parks aussi. Oui, il y a un petit côté Parks, effectivement. Voilà, bon, moins paisible. Plus casse-tête. C'est la vallée de la mort. Hein. Ouais, c'est pour ça. Le thème est quand même bien porté parce que ça peut être bien punitif et c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà, petit jeu minimaliste comme ils savent si bien le faire dans cette gamme. Excursion dans la vallée de la mort qui doit arriver... Avril peut-être, possiblement. Printemps. On va dire printemps. C'est plus vague et moins risqué. Mais voilà, par là. Merci, hein, on vous dit à la prochaine et à bientôt. À bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux.